Merci de rester à notre compagnie pour la suite des échanges sur l'actualité politique au Togo. La première partie, nous étions avec Ournanyata, le cadre de l'Union pour la République Unie, parti au pouvoir au Togo. Ricardo Agouzou, il est le président du Flambeau du Peuple, association membre du Front Citoyen Togo Debout. Et nous sommes rejoints pour cette seconde partie par le professeur Per Koumawala. Professeur, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes le secrétaire national de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, parti membre de la coalition des 14 de l'opposition. Faut-il toujours dire 14 de l'opposition, professeur Wala? Pour le moment, c'est vrai que la situation n'est pas encore clarifiée avec la prise de décision du MCD d'appeler contre la décision de la C14 à ses militants et sympathisants de participer au recensement unilatéral qui est organisé par les partis au pouvoir. Et donc, la C14 va aviser pour voir quel est le traitement à réserver au parti MCD et son leader. Ça fait déjà plusieurs jours, hein. Pourquoi la décision tarde à venir? Oui, mais il ne faut pas aussi être dans l'émotionnel. Normalement, je pense que quand on ne se retrouve pas dans les décisions ou les positions d'un regroupement au sein duquel on se retrouve, le bon sens voudrait que quand vous prenez une posture ou une position contraire, que vous en tirez vous-même les conséquences. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas pressés de communiquer là-dessus. Mais certains semblent dire aussi que Maître Mohamed Tchassouna Traoré n'a fait que dire tout haut ce que d'autres pensent bas au sein de la coalition. Est-ce que c'est vrai? D'autres seraient-ils tentés par le participationnisme au sein de la coalition des 14? Pour l'instant, pas du tout. Pour l'instant, pas du tout, parce que le débat, il est pluriel, il est démocratique au sein de la coalition des 14 partis. Et donc, pour l'instant, à notre connaissance, je ne vois pas un autre parti qui irait dans le sens de participer. Mais qu'à cela ne tienne, il y a la liberté des partis à pouvoir se prononcer ou à pouvoir changer de position. Mais on verra. S'il y a un parti qui souhaite le faire, il le fera, mais devra normalement tirer les conséquences d'une telle prise de position. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on l'affirme devant le peuple, devant la communauté internationale et devant le monde qui nous regarde. C'est que le problème du Togo, ce ne sont pas les élections. Et nous avions dit, avec la facilitation, que le peuple ne s'est pas mis debout pour des élections précipitées telles que ça se passe aujourd'hui. Le peuple s'est mis debout pour revendiquer un cadre politique qui permette l'expression des libertés, l'expression des valeurs démocratiques et qui facilite alors le développement du pays. Mais aujourd'hui, tout semble être résumé à la participation ou non à une élection qui est organisée dans les conditions que tout le monde connaît, avec de l'exclusion d'une partie importante de la classe politique du pays. Exclusion ou auto-exclusion? Non, c'est l'exclusion. C'est l'exclusion. Vous savez tous les péripéties que le pouvoir a mis en place pour éviter que les représentants de la C14 puissent être dans la CENI et dans le démembrement de la CENI. Vous savez, du 31 juillet à ce jour, je pense que ça fait combien de mois? Août, septembre, octobre. Ça fait 3 mois de tergiversation sur ce qui était simple à faire. Le porte-parole du gouvernement, dans un premier temps, avait dit non, la feuille de route n'a pas dit recomposition de la CENI. Ils ont passé tout le temps à se braquer sur la recomposition. Ensuite, le comité de suivi est arrivé dire non, nous avons bel et bien dit il faut recomposer la CENI et la recomposition doit se faire de façon paritaire. Et les parties prenantes au dialogue doivent désigner librement leurs 8 représentants. Et là aussi, voilà un nouveau son de cloche avec le gouvernement maintenant qui se met à la place de la coalition à vouloir désigner même des représentants pour la coalition. Et tout ce débat-là, il a fallu encore attendre un round avec la visite à Conakry pour que finalement le gouvernement cède sur ça. Et jusque-là, au lieu d'attendre que la CENI soit en place pour faire les opérations importantes en amont comme le recensement,
mais ils se sont précipités pour aller à un recensement unilatéral parce que les représentants de l'opposition de la coalition n'étaient ni à la CENI, ni dans les CELI, ni dans les CLC. Et vous convenez avec moi que c'est en fait une volonté affichée d'exclure la coalition des 14 partis de ce processus électoral. Oui. Et c'est pour ça que nous disons qu'il est fondamentalement important de situer les responsabilités. Situer les responsabilités et aussi bien de UNIR et de la CEDEAO. C'est pour ça que nous l'interpellons toujours. Qui doit situer ses responsabilités selon vous? En fait, tout le monde, tous les acteurs, et surtout la CEDEAO, parce que vous ne pouvez pas prendre une feuille de route, bien que nous n'étions pas satisfaits à 100% par rapport à cette feuille de route, parce que pour nous, c'était véritablement une refonte en profondeur de la loi constitutionnelle. Vous ne pouvez pas prendre une feuille de route pour accompagner des acteurs politiques et que cette feuille de route soit constamment violée par un des protagonistes et que vous laissez faire. On a l'impression aujourd'hui que la CEDEAO laisse le gouvernement faire et appelle l'autre partie, donc la coalition, à toujours faire preuve d'esprit d'ouverture. Du coup, ça me suscite cette question. Est-ce que la CEDEAO a échoué dans sa facilitation? Ourna Niatta. Non, mais avant toute chose, j'aimerais faire une précision par rapport au propos du professeur Ouala. Vous savez, en ce qui concerne la CENI, la CEDEAO n'a rien apporté, ou bien les discussions n'ont rien apporté de nouveau. Il s'est instauré au Parlement une pratique, et depuis 2013 d'ailleurs, qui permettait à l'opposition parlementaire de désigner un certain nombre de représentants à la CENI au sein de la société civile et au sein des partis extra-parlementaires. C'est ce qui était fait depuis. Mais malheureusement, l'opposition était dans une logique de mobilisation pour une révolution, a refusé de participer à la séance parlementaire consacrée à la désignation des membres de la CENI. L'opposition s'est mis... L'opposition avait été très claire. L'opposition avait dit que s'est mis out d'une crise ouverte. Professeur, je suis en train de faire une précision. Vous avez parlé comme si c'était un fait nouveau. Cette pratique parlementaire existait. Et c'est sur la base de cette pratique que les autres CENI, la CENI qui a organisé les législatives de 2013 avec les mêmes acteurs, la CENI qui a organisé les élections présidentielles de 2015, c'est sur la base de cette pratique parlementaire que ces CENI-là ont été composés. C'est une précision que je voulais faire. Et je dis que la réunion, la CEDEAO, cette réunion a permis de donner l'occasion à l'opposition de venir occuper sa place au sein de la CENI. Et c'est ce qui a été fait, sauf qu'il y a eu cette question du statut de l'UFC qui n'était même pas posé dans les CENI antérieures, puisque c'est la même opposition parlementaire qui avait désigné les représentants à la CENI en 2015. C'est la même opposition, n'a pas changé. Donc, il y a eu juste cette question du statut de l'UFC. Donc, ça, c'est une précision. Je pense que la CEDEAO... Avant qu'il n'avance... Bon, maintenant, je réponds. Je continue. J'ai la parole, monsieur. Oui. J'ai la parole. Vous me laissez parler. Alors, la CEDEAO, je ne veux pas, et je ne peux pas dire que la CEDEAO a échoué dans sa facilitation. Je ne souhaiterais pas que nos concitoyens, ou bien que les acteurs politiques togolais puissent mettre la CEDEAO dans cette situation. Et je crois que ce qui se fait actuellement, avec la feuille de route et autres, se fait dans le bon sens. Et je souhaite que nos compatriotes de l'opposition, que je respecte beaucoup, se prennent du recul. Même si vous les considérez comme des dangers.
prennent du recul. Il a rectifié le mot. Prennent du recul et qu'ils comprennent que nous avons le devoir de respect vis-à-vis des institutions nationales et supranationales, surtout quand elles interviennent pour résoudre les problèmes dans le pays. Je vous dis que jusqu'à hier, ce fut, je le répète, je l'ai dit ici, j'ai été affligé de voir le comportement que notre opposition affiche vis-à-vis de la meilleure institution sous-régionale de tout le continent. De toutes les organisations sous-régionales, c'est l'organisation la mieux structurée, la mieux organisée sur le continent africain. Et donc que notre opposition se comporte comme si elle était la plus intelligente de toutes les oppositions de l'Afrique de l'Ouest et qu'elle jette de l'opprobre sur les responsables de cette institution, qu'elle jette de l'opprobre sur des chefs de l'État de cette institution, c'est dommage. M. Alpha Condé a été un opposant. Il ne s'est pas mis à insulter les chefs d'État de la sous-région pour venir au pouvoir. Je pense que, avant de revenir sur la CEDEAO, je voudrais dire que la précision que M. Nianta a fait n'était pas une précision. Parce que, et quand on parle de la CENI, vous avez dit que c'est la CENI qui a organisé les élections de 2015. Je ne m'en disconviens pas. Mais est-ce qu'il revenait à unir, de choisir les partis politiques de l'opposition extra-parlementaire? Est-ce que unir a ce droit? C'est là-bas que l'opposition, la coalition a dit, unir n'a pas ce droit. Il faut revenir et remettre le droit à la coalition de choisir ses membres. C'est là-bas que UNIR a voulu déjouer les choses. Et tout ça, c'était pour freiner le processus électoral. Il y a une logique dans ce que j'ai dit, vous devez écouter. Moi, j'ai la parole. Vous aviez la parole. Vous devez écouter, il ne faut pas dévier les choses. Non, laissez-moi continuer. Je vous ai parlé d'une pratique parlementaire. Sinon, UNIR à la majorité, s'il faut passer par la majorité, UNIR peut désigner. Parce que l'opposition est absente, UNIR a désigné conformément au texte en vigueur, conformément au règlement de l'Assemblée nationale. Vous mentez sur ce point. C'est corrigé. Souhaitons que les choses aillent le mieux. Je voudrais vous dire que nous sommes sur un plateau, il faut qu'on se respecte. Lorsque quelqu'un a la parole, le laissez terminer. Parce que je vous ai laissé aller au bout de vos idées. Laissez-moi continuer. J'ai bien dit qu'il ne revenait pas à UNIR de choisir l'opposition parlementaire pour aller siéger à la CENI, ou bien les partis extra-parlementaires. Il ne revenait pas à UNIR. Maintenant, pour la CEDEAO, moi, je suis un peu... Je suis un peu embêté. Laissez-moi continuer. Non, qu'est-ce que le code électoral dit, monsieur de la société civile? Écoutez, monsieur de la société civile, qu'est-ce que le code électoral dit? Le code électoral a bien dit qu'il faut 5 partis parlementaires, 5 partis de l'opposition parlementaire et 3 de la société civile, 3 des partis extra-parlementaires. Et donc, en 2015, c'était un consensus pour que chaque entité puisse coopter des partis extra-parlementaires. À l'extérieur, vous comprendrez rien de ces calculs. Oui, maintenant, je vais à la CEDEAO. Oui, au-delà. Maintenant, et je dis que je suis un peu embêté avec la méthode de la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire qu'il y a eu dialogue? Je me pose la question. Il y a eu des concertations. On dit dialogue quand 2 entités se parlent. Comment la CEDEAO a mené cette facilitation sans pouvoir amener les protagonistes à se parler? Je doute un peu. Et puis, à l'entame des choses, lorsque la CEDEAO a procédé par la facilitation, je m'étais dit déjà que la CEDEAO avait pris position. Parce qu'au niveau de la Guinée-Bissau, c'était de la médiation. Parce que nous connaissons les faiblesses d'une facilitation. Et c'est ça qui amène UNIR aujourd'hui à violer toute la feuille de route. Je voudrais poser la question à M. Nianta de nous dire sur cette feuille de route quel point UNIR a respecté en dehors du 20 décembre. C'est dommage. Maintenant, je dirais que la CEDEAO doit reconnaître que ce qu'elle est en train de faire, moi, en tant que société civile, je vais bien préciser, nous n'avons pas oublié les événements de 2005. C'est la CEDEAO qui nous a imposé fort en 2005. Et malgré toute cette crise, avec 500 ou bien 1000 morts, la CEDEAO nous a dit de s'entendre. Il y a eu élection en 2005, nous avons accepté cela. Vous connaissez l'élection de 2005, on ne vous rapporte pas les élections de 2005. Maintenant, je dis, cette CEDEAO vient aujourd'hui dans cette crise et elle se penche sur les élections. Mais si cette institution, vous me permettez, était sincère, vous savez que le dernier round du dialogue, on avait fixé une date. Et donc, c'était une date indicative. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a commencé par se précipiter dans l'organisation des élections. Il a fallu que le facilitateur guinéen revienne préciser que c'est une date indicative. Parce qu'en voyant le comportement, ça allait créer plus une crise. Donc,
à la date du 31, connaissant ce gouvernement qui a ses velléités, il ne fallait pas fixer une date. La CEDEAO va nous fixer une date, elle est en train de nous amener à l'abattoir. J'ai l'habitude de dire, lorsque vous voulez régler un problème, il faut savoir le poids des deux protagonistes. On ne peut pas jeter un os à un chien et un chiot. On veut faire tuer le chiot. Ce n'est pas sérieux. C'est qui le chien? Oui. Le gouvernement, avec sa force militaire, c'est le chien. Le chiot, c'est nous, le peuple, les mains nues. On ne peut pas nous lancer un morceau. Non, c'est pas sérieux. Oui, maintenant, quand je continue. Quelles conséquences faut-il tirer de cette situation? La facilitation, ça causait un tendu. Avant de parler de la facilitation de la CEDEAO, je voulais revenir sur la précision de mon frère David, pour lui dire qu'en réalité, David Ournanyanta, en réalité, c'est que j'ai l'impression que l'Union ne prend pas soin de porter l'avenir du pays. Nous étions en crise ouverte quand nous avions attiré l'attention, je parle de l'opposition, de la coalition bien sûr, que ce n'était pas le moment d'aller à une composition de CENI parce que la CENI faisait partie des problèmes du pays. Les réformes électorales faisaient partie des réformes revendiquées par la coalition des 14 partis. Et donc c'est ça qui avait fait que nous n'avions pas pris part à la session. Où vous vous êtes donné le droit de désigner des représentants de l'opposition sans être de l'opposition. J'ai l'impression que quand nous posons des actes, nous ne mesurons pas véritablement quelle est la portée ou les conséquences. Donc moi je pense que, qu'à cela ne tienne, après le 31 juillet, avec la feuille de route, pourquoi tout ce dilatoire ou toutes ces manœuvres pour empêcher la recomposition de la CENI? Je vous dis, le porte-parole, le ministre Bawa, l'a dit plusieurs fois, que la feuille de route n'a pas parlé de recomposition de la CENI. Ensuite, il l'a dit. Même Meminatou, la députée Meminatou a dit que l'UFC a sa place et qu'on verra de quelle manière on peut enlever un parti parlementaire. Mais finalement, nous sommes arrivés à quoi? Et là, je voudrais maintenant déboucher sur la facilitation de la CEDEAO. Vous savez, au départ, nous avions attiré l'attention de la CEDEAO en disant, nous connaissons très bien nos frères, nos adversaires politiques, nous savons leur capacité de dilatoire et de diversion. Apparemment, leur force de frappe. Bon, est-ce que c'est une force de frappe? Parce qu'on parle de force de frappe au moins quand ça va dans le bon sens. C'est que, non, bien sûr, ça ne va pas dans le bon sens. La preuve, nous sommes statiques pendant que les autres pays autour de nous ont assaini leur cadre politique et posent des actes de développement. Nous, on continue par débattre de ce que les gens ont déjà dépassé. Quel est le pays qui avait accompagné la Gambie au Ghana pour rejeter ce que la CEDEAO... Je m'étonne aujourd'hui que vous faites les chantes de la défense de l'institution sous-régionale. Je m'étonne. Au moment où la CEDEAO nous avait dit, avait réuni les présidents pour adopter des dispositions qui garantissent la paix dans la sous-région, vous avez quel comportement? Le président Faure avait dit, il réserve la décision à Lomé, à son peuple. Et depuis, ça fait combien d'années? Pourquoi nous n'avons pas été capables de faire des réformes par nous-mêmes? Oui, la question claire, est-ce que la facilitation a échoué? J'en viens. On ne peut pas dire aujourd'hui que la facilitation a échoué, étant donné que nous ne sommes pas à la fin de la facilitation. Mais ce que nous relevons que la facilitation a permis d'adopter une feuille de route que nos adversaires ne respectent pas. Jusqu'à présent, il n'y a aucun point qu'ils ont respecté. Vous vous rappelez du cas du projet de réforme constitutionnelle qu'ils ont envoyé avant-hier à la... Qu'est-ce que l'opposition a fait? Qu'est-ce que l'opposition a respecté sur la feuille de route? Qu'est-ce que l'opposition a respecté sur la feuille de route? Nous avons respecté tout. Qu'est-ce que l'opposition... Citez-moi ce que l'opposition a respecté sur la feuille de route. Attendez. Le gouvernement pose des actes qui sont sûrs et connus. Le gouvernement a accepté que la CEDEAO affecte des experts pour accompagner le processus de recensement afin de doter le pays d'un fichier fiable. Le gouvernement a accepté que la CEDEAO affecte un expert pour accompagner la réalisation des réformes constitutionnelles telles que contenues dans les recommandations. Le gouvernement s'est engagé à réaliser ces réformes-là telles que prévues avant
les élections législatives du 20 décembre, soit non, monsieur, aujourd'hui, dites-nous exactement dites-nous exactement ce que l'opposition fait pour faire avancer les choses. Je vous réponds. Au sortir du 31 juillet, avec la feuille de route, qui a bloqué la recomposition de la CENI, si ce n'est pas le gouvernement? C'était une décision de la CEDEAO. Est-ce que le gouvernement a facilité la recomposition de la CENI? Premier débat. Je vous réponds. Non, je vous réponds. Je vous réponds. Deuxième élément. Je vous réponds. Les mesures d'apaisement. Les mesures d'apaisement. Les mesures d'apaisement sont en cours. La libération des détenus d'opinion. Les mesures d'apaisement sont en cours. Les réformes constitutionnelles. La CEDEAO a commis un expert qui a produit du travail, de la route réflexion. Monsieur Ouala, je vous réponds avant que vous ne continuiez. Qu'est-ce que vous en avez fait? Je dis... Vous avez préféré envoyer votre projet de 3 articles de septembre 2017. Monsieur Ouala, je vous réponds. En pensant que le peuple n'aura pas connaissance du rapport de l'expert. Aujourd'hui, le peuple a connaissance de ce rapport. Et c'est là où vous vous devinez. Et j'ai écouté hier le porte-parole du gouvernement dans un rétro-pédalage pathétique qui disait que ils ont envoyé en attendant prendre connaissance. Vous êtes dans une négociation avec un facilitateur qui dit pour la question des réformes, nous confions ça à un expert. L'expert va produire du travail. Nous allons nous retrouver avec les protagonistes et travailler sur la réflexion de l'expert. Et qu'est-ce que vous faites? Unilatéralement, vous prenez un projet de loi, le même qu'en 2017, et vous envoyez à l'Assemblée. Vous saviez que le peuple ne saura pas. Mais aujourd'hui, nous sommes là avec des éléments. Vous dites que le gouvernement a mis en œuvre. Qu'est-ce qu'il a mis en œuvre? C'est empêcher la mise en œuvre de la feuille. Ok, monsieur Ouala, je vous dis ceci. Non, je réponds rapidement. D'abord, après le 31 juillet, le gouvernement a pris ses responsabilités. Il y a un État en invitant son opposition à venir et qu'ensemble, on puisse discuter de la mise en œuvre de la feuille de route. Quelle occasion? Dès le lendemain du 31, le ministre de l'administration territoriale a adressé des correspondances aux parties prenantes pour venir voir dans quelle mesure, comment est-ce que nous allons mettre en œuvre la feuille de route. Je n'ai pas connaissance. L'opposition a refusé catégoriquement en disant qu'ils attendent le comité de suivi de la CEDEAO. Je tombe des nues parce que deuxième élément. La feuille de route avait défini son cadre de mise en œuvre. Deuxième élément. Le mécanisme de mise en œuvre de la feuille de route prédisposait. Deuxième élément. Attendez que je viens. Le mécanisme de mise en œuvre de la feuille de route ne disait pas que le gouvernement doit réunir quelqu'un sur les dispositions de la feuille de route. Le mécanisme était clair. Il y a un comité de suivi avec une composition claire qui est chargée de suivre la mise en œuvre. Comme vous pensez, qu'un gouvernement établi en interne, vous pensez que le gouvernement établi ne peut pas prendre ses responsabilités pour échanger, et du moins, vous n'acceptez pas, du moins, aller échanger avec le gouvernement, que vous soyez d'accord ou pas. Vous avez dit non, vous attendez le gouvernement. Et nous avons passé 3 semaines. Par rapport à l'ouverture de la CENI, l'ouverture de la CENI aux membres de la C14 et à leurs alliés société civile entre griffes. Comme vous en avez. Donc, par rapport à l'ouverture de la CENI, par rapport à l'ouverture, je dis par rapport à l'ouverture de la CENI à la C14 et ses alliés, je dis les choses se sont faites légalement. Les partis qui étaient à la CENI devaient démissionner pour permettre à l'Assemblée de désigner d'autres. Et c'est ce qui a été fait. Quand l'UFC a démissionné, l'Assemblée nationale a entériné le choix. C'est comme ça. Monsieur Nyanta, franchement, je ne vous vois pas à l'aise dans vos propos. Vous savez, quand vous ne vivez pas la vérité, vous souffrez dans votre corps. Il faut suivre la vérité et quand vous parlez, vous êtes à l'aise. Je suis plus à l'aise que vous. Je pense que... Non, je pense que... Je ne vous vois pas à l'aise. Je pense qu'au sein de votre parti... Vous voyez que je prends de l'eau. Au sein de votre... Oui, parce que vous avez... Je suis très à l'aise. Oui, au sein de votre parti,
vous ne vous dites pas la vérité. Ou bien, vous ne voulez pas la vérité. Si vous avez la vérité, tout ce que vous avez étalé ici, là, vous n'allez pas dire ça. Écoutez, non. C'est-à-dire que quand on pose la question à M. Nyanta, dans la feuille de route du 31, qu'est-ce que UNIR a pu faire ou bien le gouvernement a pu faire? Et il se lance dans l'air, ça m'étonne. Écoutez. Il a cité. Non, il a cité quoi? Ça, c'est les recommandations de la CEDEAO qu'il est en train de nous citer. C'est la CEDEAO qui a dit qu'on va envoyer des experts, on va envoyer tel, on va faire tel. Vous devez corriger vos propos. C'est des recommandations de la CEDEAO. Ici et Kodjendi, il y a une différence. Oui. Personne ne se lance en l'air ici. Non. Vous devez corriger vos propos. Ce que vous êtes en train de dire, nous sommes devant un peuple. Les gens nous suivent. Mais il ne faut pas venir sur un plateau pour embrouiller les gens. Il faut dire la vérité au peuple. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le 31 juillet? Jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez plutôt renforcé l'état de siège à Sokodé. Plutôt, on demandait de lever l'état de siège dans les villes. La sécurité est-elle faite? Quand vous dites que les mesures d'apaisement sont en cours, ah oui, les mesures d'apaisement sont en cours. C'est tel que il faut à 19h. La procédure judiciaire suit son cours. Est-ce qu'il y a un siège? Est-ce qu'il y a un état de siège? Le facilitateur ghanéen a dit ce n'est pas une question judiciaire, c'est politique. Est-ce qu'il y a un état de siège? Moi, je voyage. Je suis d'accord. Il y a un bouchon à l'entrée de Sokodé et un bouchon à la sortie de Sokodé. Et quand moi-même je voyage, je suis contrôlé. Je suis contrôlé comme tous les citoyens qui passent. Et je dis que c'est d'ailleurs une bonne chose. Par ces moments, sur tous les événements que nous vivons dans la sous-région, je pense que ces mesures-là devaient s'étendre à toutes les villes du Togo. Alors, on va le fouiller lors de la campagne. Lors de la campagne législative, on va vous fouiller à toutes les villes du Togo, parce que nous ne savons pas d'où ça vient. Vous voyez tout ce qui se passe au Burkina aujourd'hui. Nous devons anticiper sur les événements pour sécuriser notre pays. Toutefois, pourquoi c'est spécifiquement toutefois, vous savez ce qui s'est passé à Sokodé. Vous savez ce que j'en parlais à un diplomate ghanéen récemment. Je lui ai posé la question. Dans un quartier au Ghana que vous prenez comme modèle, des populations ont lynché et tué un militaire, un capitaine de l'armée ghanéenne. Ce qui s'est passé le lendemain, nous avons vécu. L'armée a ses règles et c'est universel. Mais nous remercions Dieu qu'avec la gravité des actes de Sokodé, notre pays nous n'avons pas extrapolé ou bien notre pays n'a pas sombré. Et nous remercions Dieu. Et nous devons faire en sorte que progressivement, on puisse sortir de cette situation. J'ai l'impression que M. Nyanta a monopolisé la parole et puis on n'avance pas. Dans ces discours émotionnels pour pouvoir endormir les gens. Pourquoi on en est là? Je dis, il est inconcevable qu'un régime de 50 ans qui, juste à la fin de cérémonie de libation... Qu'est-ce que vous appelez par 50 ans? À la fin des cérémonies de libation... Qu'est-ce que vous appelez par 50 ans? Ça, nous avons adopté la démocratie depuis 50 ans. Monsieur Ouala, nous avons adopté la démocratie depuis 50 ans. Nous avons fait la conférence nationale à quelle date? Il y a une chronologie dans l'histoire du pays. Quand vous parlez d'un régime de 50 ans, moi je ne comprends pas. Oui, j'en reviens. On a eu une période de rupture dans ce pays. On a connu une transition dans ce pays. On a adopté une constitution, le pays s'est lancé sur une nouvelle voie. Je vais vous dire qu'un dictateur ne devient jamais démocrate. Même s'il veut devenir démocrate, ce n'est pas du jour au lendemain. Bon, je peux aller jusqu'au bout. Je dis, monsieur David Ourna, vous savez, il est inconcevable qu'on ait dépensé des milliards pour la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, et le Haut Commissariat à la Réconciliation nationale, qu'on ait même fait des cérémonies parce qu'on voulait que la page tourne. Que le président de la République, Faure Gnassingbé, dans un discours à Tapemé, ait dit plus jamais ça. Et que ce régime n'ait pas été capable d'assainir le cadre politique. Moi, je reviens toujours sur ça. Vous savez, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'avenir du peuple togolais. Oui. C'est ce qui est important. Et j'ai l'impression que... Monsieur Ouala, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, sauf que vous devez ajouter ceci. Oui. Cette volonté d'assainir
l'environnement politique doit être une volonté partagée. Elle est vraiment partagée. Doit être une volonté partagée. Et si nous étions dans cette logique, on n'aurait pas vécu des événements qu'on a connus. Je vous rappelle d'ailleurs, par rapport à la CVJR que vous citez, Monseigneur Bariga est vivant. Oui. Au moment où nous accompagnons la CVJR dans son travail, parce que nous pensions que c'était très important pour le pays, les mêmes partis qui sont dans la rue aujourd'hui traitaient Monseigneur Bariga de tous les noms. Et qu'est-ce qui vous a empêché de mettre en œuvre? De tous les noms. Qu'est-ce qui vous a empêché? Et donc, c'est pour vous. Je pose maintenant une question. Oui. Est-ce qu'on ne va pas justement vers le boycott des prochaines élections? Je n'avais pas terminé avec la facilitation. Oui. Je dis, depuis le 31 juillet, ce que nous avons aujourd'hui, avant 19 août, on n'avait pas de réforme. Aujourd'hui, après le 31 juillet, plus de 3 mois, nous n'avons pas de réforme. Avant le 31 juillet, les villes étaient en état de siège. Jusqu'à ce jour, les villes sont en état de siège. Avant le 31 juillet, les gens ne circulaient pas. Les villes sont sécurisées. Les gens étaient, écoutez, les villes avant sont le 31 juillet, il y avait des exilés politiques. Jusqu'à ce jour, ils ne sont pas revenus. Quand nous évaluons cette facilitation aujourd'hui, nous allons dire qu'on a obtenu quoi? On sécurise les villes en tirant sur des statuts. À 19h, les gens dorment. C'est ça la sécurité? C'est ça la sécurité de... Vous avez vu des gens tirer sur des statues? Oui, les gens tirent sur des statues. Et moi, je dirais que ces statues ne font pas... Lorsque les gens ont des cauchemars, ils doivent savoir que c'est les individus, les citoyens qu'on a tués, et les citoyens qui sont en prison, qui les font rêver. Je comprends que vous avez des cauchemars. Oui, oui. Vous avez des cauchemars. Quand vous faites des cauchemars, ce n'est pas les statues. C'est les armes que vous avez abattues froidement. Il faut consulter votre médecin. Je pense que c'est ça qui vous fait raconter des choses. Donc, vous venez de révéler votre réel problème. Oui, ce que vous êtes en train de semer dans ce pays, je dis bien, je le répète, vous devez vous ressaisir parce que, quoi qu'on fasse, nous sommes tous fils de la même nation. Et nous sommes obligés un jour de nous asseoir pour discuter. On ne peut pas continuer par terroriser un peuple. Et on doit imaginer ce qui peut arriver demain. Il faut que le régime revienne à la raison parce qu'aujourd'hui... Ricardo, est-ce qu'on va vers le boycott des élections par la coalition des 14? Moi, je pense que tant que les conditions ne sont pas réunies, la coalition n'ira pas aux élections. Nous, au Front Citoyen Togo Debout, nous avons dit, sans les réformes, pas d'élection. Et nous maintenons notre position. Je ne vois pas une élection dans ces conditions pareilles. Voilà. La société civile, politique a décidé. Nous avons été très clairs et très précis sur cette question. Nous avons dit que le 20 décembre... est inadapté pour organiser des élections crédibles, transparentes et démocratiques, tout simplement parce que le processus qui est en train d'être mené est sorti complètement du cadre défini par la CEDEAO. Sorti du cadre défini par la CEDEAO parce que la feuille de route a parlé d'élections inclusives. Et quand vous suivez, vous écoutez les discours du porte-parole du gouvernement jusqu'aux déclarations de mon ami Ourna sur le plateau ici, vous comprenez que pour unir, craignant les conséquences d'une élection transparente, parce qu'ils savent que si l'élection est très transparente, ils auront à la fin de l'élection, ils ont créé toutes ces manœuvres-là juste pour écarter la C14. Mais nous sommes sereins, tout simplement parce que nous avons saisi la facilitation pour les préciser ces points. Nous sommes d'accord pour des élections, mais des élections qui soient dans des conditions de transparence, d'équité et de crédibilité. Mais vous ne croyez pas les conséquences d'un boycott de ces législatives? Quelles conséquences? On cite souvent la référence 2002 nous vous disons, nous boycotter les élections législatives, ce qui a conduit à l'obtention d'une majorité par le Rassemblement du peuple togolais. Conséquences, modifications constitutionnelles. Oui, c'est ça la véritable différence entre nous et ceux qui dirigent. La modification de la Constitution de 2002, c'était pour avancer la démocratie togolaise ou pour la reculer? Et pour nous, vous pensez qu'aujourd'hui, courir à une élection le 20 parce qu'il y a un risque, est-ce qu'on pense véritablement au peuple? C'est les élections du 20 décembre qui vont résoudre les problèmes politiques. Je voudrais vous répondre à cette question. Soit, est-ce qu'aujourd'hui, nos adversaires politiques de UNIR
sont-ils dans une dynamique de résolution de la crise? Non. Parce que pour eux, j'ai l'impression que, bon, il faut juste aller aux élections pour aller aux élections. Et, bon, ils ont trouvé des gens, certainement, qui vont les accompagner, puisque... Certainement un des vôtres, hein, le MCD. Le MCD, je ne peux pas me prononcer à la place du MCD, mais ce que moi je sais, c'est que nous avons notre position. Nous disons que la CENI doit être recomposée de façon paritaire. Ensuite, dans les démembrements, donc je veux parler des CELI, des CLC, des CRV et tout ça là. Ensuite, nous avons parlé de la présidence de la CENI. Pour nous, il faut une personnalité suffisamment neutre pour présider cette CENI, et que la question de la présidence ex-qualité des magistrats soit encore discutée. On a entendu de la présidence de la CENI par une personne étrangère. Est-ce que c'est sérieux, cette piste-là? C'est des pistes à sonder. Il y a deux pistes. On peut avoir un Togolais suffisamment neutre, comme on peut avoir... Ce ne sera pas la première fois que ça se passe dans la sous-région, de toutes les façons. Je voudrais vous répondre pour vous rassurer que nous, aujourd'hui, ce que nous disons au peuple togolais, c'est qu'un peuple éveillé et debout à se faire respecter. Oui, vous voulez ajouter? Oui, ce que je voulais dire, qu'il ne faut pas penser que ce qui s'est passé en 2002 va se répéter en 2018. Je l'ai déjà dit, que le boycott des élections ne se fera pas les mains croisées ou bien les bras croisés. Ça se fera comment? Non, le boycott, nous ne laisserons pas unir à l'eux seul aux élections avec ces partis béquilles et après revenir nous tuer la loi. Et que ferez-vous? Oui, nous serons mobilisés, les élections n'auront pas lieu le 20 décembre. Bon, je pense que j'ai écouté attentivement mon frère et ami, le professeur Ouala. Je veux dire quelque chose. L'élection, le processus en cours est inclusif. Ce n'est pas parce que la C14, ce n'est pas la C14 qui rend le processus ouvert. Pas du tout. Vous avez lu la feuille de route? Des partis politiques. Je parle du communiqué de G5. Vous avez lu ça? Des partis politiques. Oui. Des partis politiques participent au processus. Des indépendants. Est-ce que la C14 n'est pas le principal protagoniste Je dis une chose. Les partis politiques participent à l'élection. Les revendications de la C14 en ce qui concerne les réformes et adopté dans la feuille de route. Lorsque vous prenez le communiqué de la CEDEAO et du groupe de 5, vous pouvez me laisser terminer. Adopté dans la feuille de route de la C14. Ces réformes se feront soit au Parlement ou par voie parlementaire. Mais pour être plus précis avec mon ami de la société civile très collé à la C14, je veux vous donner, ça c'est une information sérieuse. Les élections, mais qu'elles soient vraies. Les élections auront lieu le 20 décembre. Vous vous trompez. Dans l'ordre et la discipline. Toute personne qui tentera de transgresser la loi sera recadrée et de façon conventionnelle. Ça, soyez sûr. Ça, c'est une information importante. Oui, je voudrais vous répondre. Gardez ça comme un secret. Je vais vous répondre. Ce que vous avez dit, ce n'est pas étrange pour moi. Parce que c'est le discours que vous tenez. Toujours. Et vous l'avez toujours fait. Mais je vais vous faire savoir qu'aujourd'hui, vous n'avez pas affaire seulement aux politiciens. Hein. Vous avez affaire à un peuple. Est-ce que vous êtes en train de dire, si vous êtes capable de tuer tout un peuple pour y régner, faites-le. Personne ne tuera personne. Les propos, vous menacez un peuple. C'est vous qui menacez les gens. C'est vous qui menacez les gens. Vous dites que vous allez empêcher les élections. Comment vous allez empêcher les élections? C'est des menaces. Vous n'irez pas aux élections sans nous, le peuple. Mais inscrivez-vous, allez vous inscrire. Demain, la clôture, c'est demain à minuit. Si vous voulez aller aux élections, allez vous inscrire. Ne comptez pas sur des militaires et sortir des propos pour effrayer un peuple. Ce n'est pas sérieux. Monsieur Ouna, on va rester dans le cadre de cette émission. Écoutez, moi, je constate que le divorce est consommé entre... Non, pas du tout. On n'était pas mariés. On n'était pas mariés. On n'était pas mariés. Ils ne sont pas dans un système de dialogue. Là, on n'était pas mariés. On n'était pas mariés. À monsieur Ouna de unir que, vous savez, les propos que vous tenez sont d'une gravité énorme.
Non, monsieur Ounan n'a fait que rappeler le rôle régalien de l'État. Non, et il sera responsable. Oui, mais il dit que... Non, il faut qu'il le sache. Mais il n'a rien dit de développement. Oui, il sera responsable de ses propos. C'est vous qui menacez. Vous serez responsable. Moi, je suis légaliste. Je suis légaliste. C'est qui vous appelez photo? Je suis légaliste. Je suis légaliste. Et la loi, tout se fera dans le cadre de la loi. Et je dis que tout citoyen qui sort de l'application de la loi, et il y a les conséquences liées au fait de sortir de la loi. La loi, c'est imposer les élections un peu plus. Et de façon conventionnelle, monsieur l'État prendra ses responsabilités pour restaurer l'ordre et la discipline dans le pays. Chez vous, la loi, c'est d'imposer les élections un peu plus chez vous. Je voudrais dire à M. David Ounan que, vous savez, je vous recadre. Il sert à rien de tenir des propos qui s'apparentent à des menaces. Nous avons connu ça de par l'histoire. Vous connaissez suffisamment l'histoire pour comprendre que quand un peuple ne veut pas, quel que soit l'état sanguinaire... Vos militants, vous parlez du peuple. Quel peuple vous mobilisez? S'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout. Quel peuple vous mobilisez? Suffisamment. Vos militants, dites vos militants. Je parle de ce peuple. De quel vous parlez? De quel peuple? Combien de quelques personnes que vous sortez là? C'est pour que le président Fora aille négocier un dialogue. C'est quelques personnes, ça. Je voudrais simplement vous dire que la C14 a toujours, la coalition de l'opposition et les forces démocratiques ont toujours été républicains. C'est mon grand souhait. En respectant les... C'est mon grand souhait. Dites à votre monsieur... C'est vous qui êtes capable de faire la différence entre des miliciens et les forces de l'ordre. Vous parlez, vous dites que quand il y a des fauteurs de troubles, la loi va s'appliquer, n'est-ce pas? Nous vous disons que nous organiserons des manifestations pacifiques comme nous l'avons toujours fait. Voilà. Et nous savons qui met des miliciens, que vous appelez affectueusement vos jeunes, dans la rue, aux côtés et au vu aussi de toutes les forces de l'ordre. Je voudrais vous appeler ceci. Vous connaissez, l'apartheid a fait plus que ça. Ceausescu en Roumanie, il en a fait pire. Je peux vous multiplier des exemples. Nous pensons qu'il est temps, en tant que Togolais, de cesser de nous instrumentaliser, ou même d'instrumentaliser les forces de sécurité. Oui. Nous devons véritablement aller prendre notre calme, nous rasseoir et nous convaincre chacun mutuellement que le 20 décembre n'est pas une date indiquée pour des élections transparentes. Et voilà, c'est ce que nous pensons. Non, j'aimerais rassurer. Professeur, j'aimerais bien vous rassurer. Vous savez, on se connaît. Je vous rassure que je dis, je suis foncièrement, je suis attaché aux valeurs démocratiques. Et j'ai toujours dénoncé des actes qui sortent du cadre de la loi. Comment? Et je l'ai toujours dénoncé et j'ai toujours agi pour corriger. Et c'est pour cela que je vous dis, ce que je viens de dire, il n'y a pas de menace. Je dis, je vous encourage à respecter les lois de la République. Je le dis, vous étiez absent, j'ai dit ici, si vous voulez marcher tous les samedis dans le cadre de la loi sur les manifestations publiques, l'État a le devoir régalien d'affecter les agents c'est pas à vous de nous dire qui les encadre, la loi l'a déjà défini, qui les encadre légalement. Et je dis que c'est l'expression de la démocratie. Quand vous marchez, ça fait du bien au pays parce que c'est la démocratie dans le pays. Donc marchez dans le respect des lois, marchez dans le respect des lois de la République. Et je dis, je le répète. Oui, David, on va conclure. Est-ce que le divorce aujourd'hui, quand je vous entends parler, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire en commun? Est-ce que le dialogue est intérêt? Non. Le divorce est-il consommé entre vous? Non, si vous voulez parler, de divorce, parler de la C14 ou C13, c'est entre eux qu'on peut parler de divorce. On n'était pas mariés. On est des adversaires politiques. Est-ce que le fil du dialogue est rompu? Pourquoi le président Faure Gnassingbé est foncièrement attaché aux valeurs du dialogue. Et si d'ailleurs on a tardé
à aller à un référendum au point qu'il soit accusé de ne pas vouloir faire les réformes, c'est parce qu'il a toujours recherché le consensus autour de cette question de réforme. Mais nous disons qu'aujourd'hui, le peuple a besoin de ces réformes-là. Et on doit offrir ces réformes par la voie possible, soit par voie parlementaire ou par voie référendaire. Là, nous donnons le pouvoir au peuple d'en décider. Oui, Ricardo Agouzou, vous concluez. Ce que je voudrais... Qu'est-ce qui va se passer sans caricature? Non, ce que je voudrais dire, c'est un bilan. Parce que lorsque je parle de 90, après il y a eu la loi cadre de 1999 pour résoudre la crise de 1990. Et vous avez vu ce qu'on a fait de cette loi. Je pense que la loi avait demandé les élections législatives anticipées. Le pouvoir a joué jusqu'à 3 ans. Et donc, ils sont allés aux élections seuls. Et ils n'avaient pas voulu une série paritaire. Ils ont nommé leurs magistrats. Après 2002, la crise a continué jusqu'en 2005, où on a vu un coup d'État perpétré par Faure, il est au pouvoir. Et donc, la crise est venue. On a essayé en 2006 par l'APG. Rien n'a marché. On continue jusqu'à la CVJR en 2012, rien n'a marché. Nous sommes aujourd'hui avec la feuille de route de la CEDEAO de 2018. Je voudrais dire aux partis unis de prendre ses responsabilités pour que cette violation des lois qu'on signe, des accords qu'on signe, soit respectée cette fois-ci parce que le peuple est fatigué. Mais s'ils sont braqués et qu'ils pensent que le 20 décembre est une solution, le peuple leur dira que c'est faux. Merci. Vous avez été compris, professeur Wala? Oui, en guise de conclusion, je voulais nous rappeler des propos de Nelson Mandela pour interpeller toute la classe politique togolaise, en ce sens que la marche d'un peuple ne se réduit pas à des querelles perpétuelles et la marche d'un peuple n'a pas de point final. Tout ceci pour dire que tous les acteurs politiques doivent se mettre dans une posture d'esprit, d'ouverture d'esprit, et qu'ensemble nous puissions nous entendre sur l'essentiel. Et je pense que ce ne sont pas les élections qui vont résoudre forcément le problème, c'est plutôt une concertation et une acceptation mutuelle d'avoir un cadre politique plus assaini où les expressions, les opinions pourront s'exprimer librement afin que nous puissions aborder des élections futures dans un nouvel cadre partagé. Merci. Merci. Le pays évolue dans des réformes perpétuelles. Et comme le professeur vient de le dire, il faut que toute la classe politique prenne conscience qu'il faut changer la manière de faire la politique dans le pays. Vous savez, ce qui se fait aujourd'hui n'est pas nouveau. Je fais des années, je suis un acteur, je fais des années, et ce qui se fait aujourd'hui n'est pas différent de ce que j'ai vu dans les années passées et qui n'a rien donné. Donc il faut faire la politique autrement et c'est très très important. Merci. Merci à vous tous d'avoir animé si richement ce débat. Qui prend fin, le forum de ce jour. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.